Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Sommité de Guinée sur Guinée Matin TV que vous suivez sur Facebook, Twitter et YouTube, entre autres. Sommité de Guinée est une émission dédiée à celles et à ceux qui se sont distingués dans notre pays, car on ne peut pas construire le passé et garantir l'avenir en piétinant justement ce passé. C'est pourquoi nous devons revisiter donc ce passé et honorer ces acteurs, parmi lesquels mon nouvel invité. Cet invité est Elhadji Oumar Diogo Diallo, qui a formé plusieurs générations au Centre d'études de la langue anglaise CELA de l'Université de Conakry. Aujourd'hui, Elhadji Diallo est à la retraite. Merci Elhadji d'avoir fait le déplacement dans ces studios pour s'adresser au public guinéen. Avant tout, donc, où et quand vous êtes né? Je suis né à Poredaka, dans Mamou. Une des sous-préfectures de la préfecture de Mamou. Et Poredaka est à 55 km de Mamou Centre. Je suis né là-bas en novembre 1951. D'accord. J'ai la chance d'indiquer le mois parce que celui qui a noté cette date, c'était le 17 novembre, était mon beau-frère, Feu Thierno Younoussa Diallo, qui était le père de Feu Dr Alpha Omar Diallo, grand médecin qui a servi pendant de nombreuses années à Kindia. Il est mort ici à Conakry en juillet 1979 et il est enterré dans la cour de l'hôpital régional de Kindia. C'est son père, Feu Thierno Younoussa Diallo, qui était le mari de la première fille de mon père, celui qui a enregistré la date de ma naissance. Donc, contrairement à beaucoup de vos camarades, vous n'êtes pas né vers, mais vous connaissez la date exacte. Bon, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un, donc mon beau-frère. Oui. Et pour Dakar, cet avantage, nos parents ont eu de bons contacts avec, disons, l'administration coloniale. Et étant au centre, donc le chef-lieu de la sous-préfecture et le centre de santé à côté, l'école, étant grand marabout, il enseignait le Coran, il avait le sens des archives. Il pouvait écrire et noter. Et les enseignants de Poredaka, la plupart d'entre eux logeaient chez lui. Donc il avait ce acquis. Étant lui-même père d'un cadre, docteur Alpha Omar Diallo, donc ce n'était pas la catégorie de gens qui pouvaient dire né vers ou pendant la saison, quand il y a eu la forte pluie, il y a eu telle noyade par-ci, ou la foudre est tombée sur cet autre arbre dans cet autre village et est homme de mort. C'est une date qu'il a notée et c'est lui qui m'a inscrit à l'école. D'accord, on va revenir sur ça. Voilà. Justement, cette école, en quelle année vous êtes allé à l'école française? Voilà, comme je le disais, c'est encore lui qui m'a inscrit à l'école française. C'était en octobre 1957, à l'âge de 6 ans. D'accord, un an avant l'indépendance. Tout à fait. D'accord. Et le Coran, c'est la même année ou c'est plutôt avant ou c'est après? J'ai commencé un peu avant. Parce que mes parents vivaient, à l'époque, ils n'étaient pas au centre, ils étaient dans un village à quelques 8 km du centre de Poredaka, à Bantanko. Et mes parents m'ont envoyé chez un de nos voisins, mais ils sont morts dans un intervalle de 18 mois. Mon père le premier et ma mère a suivi 18 mois après, elle est décédée. En quelle année? Disons, mon père est mort en 1955, c'est ce qui m'a été rapporté. Et 18 mois après, sa maman est décédée. Mon oncle paternel, un de mes oncles maternels, pas l'oncle, parce que ce n'était pas le seul, et sur proposition d'une de mes sœurs, a décidé de me ramener au centre. Mais avant de venir au centre, j'étais déjà à l'école primaire chez un certain Karamoko qui s'appelait Karamoko Siré. Enfin, je suis venu au centre, j'ai repris les cours de Coran chez un de nos maîtres qui était à 20 mètres de la concession de mon oncle paternel, Karamoko Abdul. Un bel homme,
qui m'a aimé et qui m'a béni. En tant que Guinéen, en tant que musulman, je crois en la bénédiction. C'est un bel homme qui n'a pas eu très tôt d'enfants. Il m'a pris pour son élève, mais aussi pour un de ses enfants. J'ai eu les meilleures relations possibles avec lui. J'ai continué le Coran jusqu'à un certain âge. Je n'avais pas fini quand j'ai quitté Poredaka pour Mamou, parce que j'ai fait 5 ans à l'école primaire, je dois le préciser. J'ai eu la chance d'être parmi ceux-là qui ont été amenés en 4e année, quelques mois seulement après avoir repris les cours en 3e année. Donc j'ai sauté pratiquement la 3e année pour rejoindre certains de mes aînés en 4e année. Et on a continué le cycle. Parce que vous étiez doué ou quoi? Bon, les maîtres ont pensé que j'avais du mérite et que je pouvais tenir en 4e année. C'était sur proposition d'un célèbre enseignant de Tougué, Eladj Mamadou Baldé, je crois de Dambi ou de Dombis. En tout cas, c'est son village dans Tougué. Un célèbre monsieur en son temps, Poredaka faisait toujours 100% à l'entrée en 7e. C'est sur sa proposition que certains camarades et moi-même avons été amenés en 4e année pour rejoindre certains de nos frères. Et tout a bien marché. Donc le décès de votre père n'a pas été un obstacle pour vous former aussi bien en français qu'en pour le Coran? Non, il faut le dire non. D'accord. Je ne dois pas être ingrat. Il faut être reconnaissant. En tant que dernier fils, je crois que peut-être j'aurais eu moins de chance avec lui, vivant, qu'avec mes oncles. Parce qu'il allait, tout comme ma mère, ils allaient peut-être me dorloter, faire de moi un paresseux, refuser que je sois exposé à certaines contraintes de la vie, en facilitant tout pour moi. Parce qu'il faut rappeler qu'au Fouta, en particulier, c'est que les derniers enfants sont presque considérés comme les petits-fils, voilà, dorlotés comme ces derniers. Et il est juste de trop de faveurs, au point que dans certains cas, ils ne font pas bien des choses. Donc, ils ne réussissent pas toujours. Moi, ça n'a pas été un facteur. Paradoxalement, pour vous, sa disparition n'a pas perturbé, disons, ma formation et par conséquent mon devenir. Je suis très reconnaissant à mes oncles, à mes soeurs et, comme on le dit chez nous, à l'ensemble du Moussidal. Parce qu'ils ont compétit pour me prendre en charge. Mon beau-frère a agi en tant que, disons, allié de la famille. Mais lorsque de la famille, comme on le dit, ils ont joué leur partition et je leur serai reconnaissant ad vitam aeternam. Si vous avez été ce que vous êtes encore aujourd'hui, c'est parce que justement vous avez été bien formé à l'école française. Est-ce que vous avez bénéficié de la même formation pour la théologie? Oui, j'ai fait le Coran comme tous les garçons de mon âge, c'est-à-dire étudier le Coran tel que le livre l'enseigne. Mais les interprétations, les traductions qui ont suivi, j'ai pu les faire à mon compte. J'ai eu la chance de faire des études dans une école en Angleterre où j'ai rencontré beaucoup de Saoudiens. Et je vais dire que mon prénom a facilité notre rapprochement. Vous savez, Omar. Omar, chez les Arabes, vous êtes Aboubakar, Omar, Osman ou Ali. Parce que ce sont les noms des compagnons du prophète. Des compagnons du prophète. J'ai eu cette chance, j'ai eu 2 séjours en Angleterre. Chaque fois que j'ai eu un contact avec un Saoudien ou un musulman, mon prénom a facilité le rapprochement. J'ai repris le Coran en 87 avec l'aide d'un Saoudien qui s'appelle Daifala. Il est maintenant, c'est un Saoudien, il est reparti. Moi, après, je suis rentré en Guinée, je n'ai jamais gardé, je n'ai pas pu communiquer avec lui depuis lors. Et devenu bilingue, j'ai la facilité de lire les traductions qui sont proposées, qu'il s'agisse des hadiths ou du Coran pur. Donc, c'est un peu de l'auto-formation que je suis en train de faire. On ne finit jamais de s'instruire. Tout à fait. Et hier matin même, j'étais avec un ami érudit et nous avons parlé de l'esprit de Ayatul Kursi. 70 ans après, si c'était à refaire, est-ce que vous auriez fait le même choix? Je ne sais pas si c'est moi qui ai fait le choix ou c'est un autre.
Ce que je peux dire, c'est que le choix qui a été fait, et pour être honnête, ce n'est pas moi qui l'ai fait, je ne pense pas que j'aurais pu faire mieux. D'accord. C'est le meilleur que les autres ont pu faire pour moi. M'amener à l'école pour m'ouvrir toutes les opportunités. M'instruire pour que je puisse servir à mon tour plus tard. Et je crois que c'est ce que j'ai fait. Parce que j'ai pu moi-même enseigner pendant 40 ans. On reviendra sur ça. Oui. Si, évidemment, quelqu'un qui a fait l'université, c'est qu'il forcément il est passé par le collège, par le primaire d'abord, le collège, le lycée. Mais où et quand vous avez appris la langue anglaise? Bon, je vais le dire, nous avons eu un très bon maître à Poredaka, M. Balde. D'accord. C'est en 4e année, à l'école primaire de Poredaka, que nous avons commencé, que j'ai appris, et j'ai commencé à apprendre. Pepi Ndjeko, M. Balde de Tougué, dont je parlais tout à fait au début de l'émission. C'est lui. À Poredaka, il lui arrivait de nous donner des cours de langue anglaise. Et l'année de même, à Mamon, où nous avons eu des professeurs. Attendez, c'était une exception ou c'était comme ça dans toutes les écoles du pays? Non, non, je ne peux pas parler des autres écoles. Je parle de l'école de Poredaka, parce que je le dis encore une fois, nous avons eu l'un des meilleurs maîtres. Et là, je m'appelle Balde de Tougué. D'accord. Donc c'est très tôt que vous avez commencé à apprendre l'anglais. En 4e année à l'école primaire de Poredaka. Je vais même dire en 3e année, parce que je vous l'ai dit, je n'ai fait que quelques mois en 3e année. Puis, on nous a fait sauter. Maintenant, pour l'orientation formelle, ça a été... Là, c'est un peu particulier. D'accord. Après le baccalauréat, j'ai été orienté à l'IPK. Comme beaucoup de mes camarades des autres régions du pays, je me suis retrouvé à Kankan. Là-bas, je voulais faire économie, pour être honnête. Je voulais faire économie maths. Donc, après notre inscription, le doyen de la faculté a demandé à chacun d'indiquer 3 options. Il y avait mathématiques, économie maths, philosophie, histoire, philo, linguistique, etc. Contrairement à ma volonté, j'ai été orienté en linguistique mathématique. Ne posez pas de questions. Je n'avais pas de possibilité de changer. J'ai fait linguistique mathématique en première année. C'était en 1971. En août 1971, je suis venu à Conakry pour aller. Il y avait un service rattaché à la présidence qui pouvait faciliter les transferts des étudiants. Je vais ouvrir juste une petite parenthèse. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de mathématiques et de linguistique, on a l'impression qu'on est à la fois sciences exactes et sciences sociales. Ouais. À l'époque, c'était comme ça, c'était normal. Ça s'est passé comme ça. D'accord. Les responsables de l'enseignement supérieur à l'époque ont pensé que ce genre de binaire pouvait fonctionner. C'est pourquoi il y avait l'option économie maths, géographie maths, linguistique mathématiques. Et je vous le dirai, moi je n'ai pas aimé cette option. Donc c'est l'année pendant laquelle j'ai le moins bossé, comme on aime à le dire dans le jargon de tout le monde. Je n'ai fourni presque aucun effort. Donc vous êtes venu à Conakry pour? J'ai cherché à transférer à l'IPEGA, où je voulais faire économie. C'était ma passion. J'ai mené beaucoup de démarches. Désolé, je n'ai pas réussi. J'étais contraint de retourner à Kankan pour la 2e année. Ah là, comme disent nos parents, Dieu l'avait voulu ainsi. Donc, j'ai commencé à me discipliner, à prendre les cours au sérieux. Maintenant, en 2e année, je dis, bon, c'est mon destin, je l'accepte. C'est plus tard que je me rendrai compte que, bon... C'était un bon choix. Bon. En tout cas, ma réussite a, disons, été forgée par cette formation que j'ai eue en linguistique. Parce que je vous le dirai plus tard, elle a déjà dit, j'ai eu 2 séjours en Angleterre. Mon second séjour, c'était pour aller faire un master en linguistique appliquée. Comme quoi, on ne force pas son destin. Non, la conclusion que vous tirez est la bonne. Et j'accepte mon destin. Je dis, j'ai pu continuer en 2e année. J'ai eu de bons résultats. Mais de la linguistique à la langue anglaise. Je vous dirai ce qui s'est passé. D'accord. Donc, j'ai continué ma formation. En 2e année, j'ai eu une meilleure note que celle que j'avais eue en première année, ainsi de suite. En 4e année, nous n'étions pas nombreux. Dans mon groupe, j'étais major et
On nous a donné le sujet de mémoire, j'ai soutenu, j'ai eu mention remarquable et j'ai été retenu comme homologue à l'Institut politique de Cancan. Donc je suis resté là avec certains camarades des autres facultés et départements. Et nous avons commencé à enseigner sur place à l'université. Et dites-vous bien, j'y suis resté 9 ans après avoir soutenu. Finalement, j'aimais bien la chose. J'ai réussi à me faire muter à l'IPEGAN en novembre 85. Et je suis allé à la chaire de linguistique. C'est là où j'ai eu une opportunité. Les Britanniques, à travers le British Council, venaient d'arriver. Leur objectif, c'était d'aider à la relance de l'enseignement de l'anglais qui avait été complètement délaissé. Parce qu'il faut dire qu'entre-temps, il y a un an plus tôt, le président Sékou Touré venait de décéder. Voilà. Et donc, il y a eu beaucoup, à la faveur des changements. D'accord. Il y avait un nouveau gouvernement, un nouveau système. Intervenu au niveau du sommet de l'État. Donc, à la faveur de la nouvelle politique, la nouvelle ouverture de l'ensemble du monde, disons, les Anglais sont venus. Ils ont entrepris les travaux de rénovation de l'ancienne faculté de sciences administratives à Donka pour en faire un centre d'études de la langue anglaise. Celui qui gérait la chaire de langue anglaise, paix à son âme, Abdoul Ba, était un ami. Il m'a dit, tiens, tu aimes bien l'anglais, il y a une opportunité. Les Anglais vont offrir des bourses, mais ils vont sélectionner parmi les profs d'anglais un certain nombre de professeurs qui iront en Angleterre. Mon nom avait été donné à l'enseignement supérieur. On m'avait proposé une bourse en ex-Union soviétique. Donc, la demande était dans le pipeline. Les Anglais sont venus. Il est allé à l'inspection générale de l'enseignement supérieur, rencontrer M. Ollier, lui, et il a proposé une liste de candidats parmi des gens qu'il connaissait, mais qui n'étaient pas profs de langue anglaise. J'ai fait un test en mars 86. 2 semaines après, les résultats ont été publiés. J'ai été retenu. J'étais 8e sur 16 professeurs de langue et de linguistique. En fait, il y avait 4 profs de linguistique dans le groupe. Ça a même créé un peu une petite colère chez nos collègues de langue anglaise pour dire que voilà, nous venons envoyer leur domaine. Les bourses sont destinées aux profs de langue anglaise, pas à nous. Le doyen de la faculté d'alors a dit, bon, c'est pas grave, si vous n'allez pas en Angleterre, on peut vous envoyer en France, dans le cadre de la formation des professeurs de linguistique, de littérature et tout, à Besançon. Mais Dieu avait voulu que je parte. J'ai même rencontré à l'époque le secrétaire d'État, M. Traoré, qui était secrétaire d'État en enseignement supérieur à la recherche scientifique. Alors, je suis allé en Angleterre. 13 mois après, nous sommes revenus. Précisément dans quelle ville? Nous étions dans une petite ville du sud de l'Angleterre qui s'appelle Bognor Regis. C'est à environ 2 heures de train de Londres. Mais une petite ville, très calme. Ils ont une grande école. J'ai fait 13 mois et je suis revenu. Ça a coïncidé avec l'ouverture du centre d'études de la langue anglaise. Et l'apprentissage se faisait uniquement en classe ou aussi dans la vie quelque chose de très pratique. Pendant les 2 premiers mois, nous avons été logés dans des familles. Nous étions un groupe de 10. On nous a répartis dans des host families, des familles hautes. J'ai eu la chance d'aller dans une famille, un jeune couple. Le mari était pêcheur, il quittait très tôt pour aller au travail. Et la femme était nourrice, elle est restée là. Alors, chaque fois que j'avais du temps, je venais suivre les nouvelles. J'avais du plaisir à écouter les émissions de BBC One. J'ai toujours aimé la BBC Radio, alors j'avais cette opportunité. Maintenant, j'avais BBC One, BBC Two et ITV. Il y avait eu un incident, j'avais un accident malheureux au Cameroun, une émission de gaz toxique à partir d'un lac. C'était la une. Vous savez, les médias occidentaux, quand des événements de ce genre dans le monde, c'est toujours à la une. J'ai commencé, j'écoutais RFI. C'est l'accident de Niobé. Voilà.
Donc, j'avais un peu ce qu'on appelle le schema. J'avais la connaissance générale de ce qu'il y a là-bas, parce que j'ai les informations à partir des RFI. Alors, ça faisait une belle corrélation. J'ai eu du plaisir. Et la BBC One a été un de mes karamoko, si je veux le dire comme ça. J'ai appris à bien lire, à comprendre, et surtout la prononciation. Et il y avait une chaîne privée, ITV, une Soudanaise qui présentait, je crois, le journal de 20h. Jenab Badawi. J'avais du plaisir à l'écouter. Et c'est des chaînes qui avaient des journalistes noirs. J'aimais ça. Parce que l'Angleterre, comme on dit en anglais, c'est un melting pot, c'est un creuset. Il y avait beaucoup de nationalités. Oui. Et j'aime bien les programmes de la BBC. Jusqu'à date, je vous le dis, j'ai eu la chance de... D'accord, donc la BBC voyager. A contribué à largement à votre formation. Et mes professeurs aussi. Et vous revenez donc 13 mois après, vous revenez au CELA. Au CELA. Au CELA maintenant. Non, vous devenez de facto professeur de langue anglaise. Professeur de langue anglaise. Ça, c'était en 87. D'accord. Tout à fait. Et là, vous y êtes resté jusqu'à la retraite? Jusqu'à ma retraite, c'est vrai. En quelle année? J'ai été officiellement admis à faire valoir mes droits à la retraite le 31 décembre 2016. D'accord. C'est quand même près de 9 ans. Oui, tout à fait. D'accord. Avant de parler, de revenir sur cette carrière professionnelle, évoquons un peu aussi votre jeunesse. Oui. La jeunesse d'un étudiant africain, aussi bien ici qu'ailleurs. Entre la musique, le cinéma et le sport, quelle était votre préférence? C'est une question complexe. Mais je veux dire une chose. J'aimais bien la musique. D'accord. Pour deux raisons. Nos aînés, c'est-à-dire à Port-Dakar, je ne dirais pas que nous sommes très riches, mais nous avons un passé très riche du point de vue culturel. Donc vous voulez parler de la musique traditionnelle? Ou la musique tout court, la musique universelle? Je vais universelle. dire les deux. D'accord. Port-Dakar a eu de brillants maîtres, conséquemment de très bons élèves, qui sont devenus plus tard des étudiants. Parmi nos étudiants, nous avons 2 ou 3 de nos aînés. Aladji Saïdou Diallo, qui a été vice-gouverneur de la banque, directeur de grandes sociétés au temps de la Première République, puis, à l'avènement du CMRN, vice-gouverneur, ambassadeur, directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale, puis ministre au temps de Kouyaté, etc. Lui, il venait en vacances avec un autre, Koto Habib, paix à son âme, et bien d'autres parmi nos aînés. Il venait avec ce qu'on appelait les électrophones. Vous devez savoir ce que c'est, avec les disques, 33 tours et 45 tours. Tout à fait, oui, je me souviens. Oui. Et 2 fois par semaine, ils organisaient, n'est-ce pas, des soirées. On avait un bal le samedi ou dimanche, jeudi ou quelque chose comme ça, avec les lampes à pression. Vous vous rappelez? C'est à l'école primaire du village. Ils venaient là, on les voyait bien habillés, propres, et on les voyait danser. C'est beau, c'est nouveau. On dit, si nous étudions de manière sérieuse, nous aussi, nous aurons la chance d'aller à Conakry. Et nous serons comme eux. Alors, j'ose dire que nous avons... Ça vous faisait rêver? Oui, bien sûr. Moi, j'ai été très marqué par ce qu'on appelle la musique latino. Ce qui m'a amené plus tard à Cancan, avec les Cubains. On a eu une dame qui enseignait l'espagnol à Cancan. J'ai accepté de faire des cours d'espagnol. Des grands orchestres. Aragon, Johnny Pacheco, Ray Barreto, Broadway, Pancho El Bravo, Tito Rodriguez. Parce que tout petit, comme on n'avait pas l'argent pour entrer dans la salle pour la soirée, nous prenions l'électrophone ou les disques et nous prenions la lampe après ça. Mais ça, c'est le plus fort. Donc, ça nous donne accès à la salle pour danser. On est là, resté assis, mais j'ai reconnu tous ces titres. Tout le monde connaît Johnny Pacheco avec sa flûte. Tout à fait, oui. Alors ça, j'ai été marqué par une petite immersion. Le latin, le cubain, on a aimé. Donc,
jeune élève, j'ai commencé, c'est-à-dire j'ai été addict de la musique latine, dans le Québec. Oui. Bon, plus la musique africaine, congolaise. Plus tard, bon, à Maman, quand je suis venu, bon, tout villageois, le cinéma ou le dancing, ce n'était pas notre affaire. C'est l'école, la maison. L'école, c'est oui. tout. Oui, oui. Bon, donc j'ai été marqué au village par les soirées que nos aînés organisaient pendant les vacances. Parce que pendant l'année scolaire, il n'y avait rien de tout ça. Voilà. Donc j'ai aimé la musique. Pas autre chose. Oui. Le Et puis, football, non. sur le plan traditionnel, aussi, il y avait Sergent Ourekaba, Ah par oui, exemple, oui, à oui. Mamoun, Bon, ça, c'est à Mamoun. entre autres. Oh, ben non, bon, mais vous savez, oui. à Mamoun, nous n'étions pas urbains. Nous étions des élèves venus des villages. On était un peu complexés. Et je me rappelle bien que j'avais eu la chance de connaître une jeune fille, Adama Doucouré, fille du célèbre Eladj Aboubakar Doucouré, paix en son âme, sœur cadette d'Abraham Doucouré, Ali Doucouré. Elle m'aimait bien. En allant au collège, je passais devant sa concession et sa maman, qui a fait Poredaka, m'invitait souvent. Je passais, mon frère à manger et quelques sous. Mais nous, quand on a l'argent, c'est lors des récréations qu'on venait acheter ce que les bonnes femmes vendaient. Ça va vous amuser. Vous connaissez ce qu'on appelle Sofervara? Oui, bien sûr. Oui, oui bien sûr. Et du pain avec beaucoup de lait chez un certain Badem Bassou. Donc, si on a de l'argent, on achète quelque chose à manger lors des récréations. Mais le cinéma ou les sorties nocturnes, ce n'était pas dans notre... Oui, les villageois que vous étiez, vous êtes vraiment consacrés à vos études. Parfait. Et ça, vous n'avez pas regretté? Non, non, du tout, du tout. Pas du tout. Et lorsqu'il y a eu l'indépendance avec des chanteurs africains, je parlais dans l'autre émission avec les Franklin Boukaka qui chantaient Africa Liberté. Est-ce que ça aussi, la musique africaine aussi, vous a marqué dans un contexte où l'Afrique venait de se libérer du joug colonial? Je n'étais pas si conscient de certains enjeux. Donc, ma vie à Mamoun, bon, elle n'a pas été aussi active sur le plan distraction ou divertissement que lorsque j'étais au village. C'est plutôt quand je suis allé à Cancan, les week-ends, nous sortions pour aller dans les différents nightclubs. Je me rappelle bien le Mandé, on est allé en grappe. Tous les étudiants, célibataires tous, on était. Si un a une voisine, une camarade de promotion dans le quartier, une cavalière, on sortait avec lui pour aller danser. Et c'est surtout avec, comme je vous l'ai dit, les morceaux cubains. Et Aragon, c'était notre patron. El Cerquillo ou Mwanga. Alors, quand on joue ça, il y a des titres que je reconnais. Canta, de Tio Feliciano. C'est assez mouvementé. Donc, la fille reste au milieu. 17 ou 8 garçons tournent autour d'elle, puis ça danse. C'était tout. Mais on n'était pas si dynamique en matière de musique engagée. Engagée. La réflexion ne nous orientait pas. Vous avez dit le mot, c'est en fait c'est ça. Voilà. Oui. C'est plus tard, bon, mais naturellement, j'avais beaucoup de passion pour la lecture. Oui, on va venir d'ailleurs. Je disais donc, pendant cette période, quand même, un élève ou un étudiant se distinguait toujours des autres enfants par ce livre de poche qu'il avait en permanence. Quels étaient vos auteurs préférés? Je vais vous dire, à Cancan, nous avions d'excellents jeunes professeurs. Parmi eux, moi j'ai connu un de mes cousins, Moustapha Diallo, professeur de linguistique. Mamadou Alpha Diallo, professeur de linguistique de Mali. Il a été vice-recteur à Gamal, directeur de l'ISEG, puis Kindia. Bon, on l'a mis à Cancan, il a fait un accident, il a perdu son épouse. Laliaba, Djeng Bonata, et ainsi de suite. Et M. Abakar Cham. Djeng Bonata était une vedette. Nous avions du plaisir à l'écouter parce qu'il nous donnait des cours de sociologie. Alors, il citait des grands professeurs, des gens qui ont fait des publications. Et j'ai commencé par Cheikh Hamidou Khan, l'aventure ambiguë. L'aventure ambiguë, oui. Semben Ousmane, je l'ai lu. Le mandat. Oui.
les bouts de bois de Bon Dieu. Oui, je crois que c'est de Ferdinand Oyono. Ferdinand Oyono. Bon, le publication de Amadou Hampadeba, etc. Et entre-temps, à l'époque, nous lisions en cachette Jeune Afrique. C'est Afrique-Asie qui était autorisé en Guinée. Oui, Afrique-Asie, marchés tropicaux. Voilà. Ça, on pouvait le lire. Le journal du Parti communiste soviétique, Temps Nouveau. Nouvelle de l'ex-RDA. Oui. Mais un très beau magazine, de belles photos. Ça, ils étaient excellents dans leur publication. Mais Jeune Afrique me plaisait bien. Et comment vous en procuriez? N'oubliez pas que j'étais à Cancan. Cancan est à moins de 400 km de Bamako. À Bamako, le journal était vendu. Les cadres se le procuraient. Il y avait 1 ou 2 vols par semaine entre Cancan, par Air Guinée, et Bamako. Alors, les gens l'achetaient. Et ils circulaient entre les cadres. Moi, je profitais. J'avais un ami. Je vais taire son nom. C'était un policier. Il travaillait à l'aéroport. De Cancan? Oui, oui. Quand il recevait le journal, il le lit et dit, bon, je passe, je lui rends. Mais c'était un truc qui circulait. Oui. Jeune Afrique? Jeune Afrique. D'accord. Par contre, Afrique-Asie qui était autorisée. Il n'a pas de problème. Marchés tropicaux. Absolument, on le lisait. Évidemment, Horoya. Bien sûr. Ça, bon. Ça, les gens s'intéressaient peu. Bon, on lisait Afrique-Asie. Afrique-Asie, c'était quand même un bon magazine. C'est Senan Andrea Mirado, un des célèbres journalistes de Afrique-Asie. Bon, Andrea Mirado était à Jeune Afrique. Même si, au début, s'il a commencé, je ne sais pas s'il a commencé par Afrique-Asie, mais Senan Andrea Mirado était à Jeune Afrique. Bon, en tout cas, non, à un moment donné, je crois qu'il a travaillé pour le banc. Je ne sais pas. Moi-même, je connais ces journaux, mais je ne me souviens pas quand même du nom des. Tout à fait. Dans tous les cas, c'était notre passion. On lisait beaucoup. D'accord. Et la 25e heure, je l'ai lu en plusieurs semaines à Cancan. Bon, on n'avait pas de vice. C'est le week-end, on va danser en groupe. Le jour, quand on n'a pas cours, eh bien, on se retrouve. Et quelque chose de très dynamique à l'époque, nous avions une sorte de commission culturelle qui encadrait d'abord la troupe universitaire, j'étais très impliqué dans ça, puis la troupe fédérale, avec un certain Condé, un métis, comment il s'appelle, Cyril Condé, non, c'est le frère aîné de Cyril Condé. Paix à son âme. Mais vous qui connaissez bien la langue et la culture anglaise, vous avez connu Agatha Christie? Oui, mais vous savez... Parce qu'elle était bien connue des étudiants africains. Oui. C'est-à-dire, l'anglais, comme je l'ai dit, il est venu dans ma vie à partir de 87. Ici, une fois de retour, ici. Donc, ma langue de travail, c'était la langue de l'école, la langue de l'administration, c'est le français. Oui, c'était le français au départ. Je ne me suis pas beaucoup intéressé à la littérature anglophone, je vais dire. Parce que si je dis anglo-saxonne, je me limite aux productions européennes, nord-américaines. Mais plus tard, en tant que professeur au centre d'études de la langue anglaise, j'ai beaucoup lu. Mais grosso modo, ce que tout le monde connaît en tant que francophone, je vous ai donné les principaux ouvrages ou les principaux auteurs qui ont un peu meublé mon temps. Est-ce que vous avez eu un modèle, voire une idole, quand vous étiez jeune? Du point de vue, je veux dire, mon modèle, il faut le dire, dans mon village, c'était nos frères aînés qui ont fait l'IPC. Ils venaient en vacances, bien habillés, et tout le monde les aimait et les respectait. C'est les 2 frères-là. Vous avez cité déjà, oui. Oui. Plus tard, dans mon village, je vais dire dans toute la région, tout le monde prenait Diallo-Telli comme la référence suprême. Parce que c'était un homme. Oui. Tout le monde savait qu'il avait une formation académique sérieuse. Et sa carrière, c'était le rêve. Oui, quand même. Faire comme Diallo-Telli. Oui. Un homme humble, religieux, accessible. C'est ça la vérité. C'est vrai que même si on dit que nul n'est prophète chez soi, quand on était à l'époque de Poredaka, on ne pouvait pas aller
très loin pour Non. Pour choisir son modèle. Nous, nos aînés, je vous ai parlé de feu docteur Alpha Omar. Quand ils venaient au village, ils sont les frères, ils sont les neveux, ils sont les cousins. Les titres, ils les laissaient ailleurs. Donc ils viennent là. C'est docteur Omar Kanso, on l'appelait. C'est Diane Aladjiteli. Il fait tel cas chez un oncle, chez une tante, il rentre, il prend un morceau de manioc. C'était nos modèles. Donc, ils avaient atteint le sommet, comme on le dit, chez les autres. Mais au village, on était là, sans aucune barrière. Ça, c'est une vérité. Donc, nos modèles, c'était nos frères du village. Vos propres frères, oui. Nos propres frères du village. Mais, moi, j'ai eu au collège, pardon, au lycée de Mamou, un professeur qui m'a marqué. Il s'appelait Diaré Youssouf. Diaré Youssouf. De Kissédougou. D'accord. C'était un Dabadek. Tous ses amis. En fait, les Dabadens, ce sont ceux qui ont fait l'école de Dabadou de Kankan, l'école normale. Oui, quand le lycée de Maman a été ouvert, à l'époque, c'était une dame, célèbre dame, Madame Haribo. Elle s'est battue pour faire venir des professeurs. Elle a fait venir les meilleurs. Parmi eux, je citerai Kaba Ousmane, et naturellement M. Diaré Youssouf. Il y avait également M. Sori Djoubaté, qui fut même gouverneur de Conakry. De Conakry, oui. M. Diakité, Ablaye Doré, lui, il a été ambassadeur au Libéria. Alors, M. Bari Ablaye, professeur de biologie, ces professeurs-là, Koto Ibrahima Sank, ça, c'était des vedettes. Ils étaient un modèle en tout point de vue. Ils s'habillaient bien. Ils aimaient les élèves. Ils maîtrisaient leurs différentes matières. Nous avions du plaisir à les avoir. Et nous les respections. On était fiers d'eux. Ils étaient fiers de nous. Oui. Et nous les respections. Ça aussi. Et M. Diaré Youssouf. D'accord. On va évoluer parce que bon, tout ça c'est intéressant, mais bon, on ne peut pas parler d'une vie comme la vôtre en 45 minutes. On va évoluer. Donc, est-ce que vos rêves de jeunesse se sont réalisés? Je vous l'ai dit, je voulais faire économie. Le destin a voulu que je fasse autre chose. Je réalise qu'en tant que croyant, que c'est le bon Dieu qui a guidé mon chemin. Je n'ai pas fait économie, j'ai fait linguistique. En tant que linguiste, j'ai eu la chance d'aller faire des études dans un domaine rapproché et finalement j'ai fait un master en linguistique appliquée. J'ai eu des compétences après mon diplôme de mon DES qui m'ont ouvert beaucoup de portes. Donc j'ai eu beaucoup d'opportunités. De linguiste, je suis devenu prof de langue et ces nouvelles compétences m'ont permis d'être professeur de langue. J'ai enseigné l'anglais à l'université et j'ai dispensé des cours dans beaucoup de ministères, dans beaucoup de structures. Et vous avez travaillé à l'ambassade des États-Unis à fait. À Conakry. Tout à fait. Pendant de nombreuses années. Oui, j'ai fait un total de 20 ans, de 2000 à 2020. Pendant les 8 premières années, j'étais, si vous voulez, bon, ce n'était pas, je ne percevais pas de salaire, mais je bénéficiais de programmes de formation en Afrique et aux États-Unis. Dans ce cadre, j'ai eu une série de formations à Dakar, à Johannesburg, à Addis Abeba, à Accra, en Ouganda, et de nombreux autres programmes de formation aux États-Unis. Ça. Et des formations relatives à quoi? D'abord, dans le cadre, j'étais employé à l'ambassade des États-Unis comme conseiller pédagogique. Ça veut dire quoi? J'étais une sorte d'interface entre les jeunes Guinéens, bacheliers ou diplômés de l'université, et les institutions d'enseignement supérieur des États-Unis. D'accord. Mon portefeuille, d'abord, donner des informations correctes et fiables aux candidats, les aider à préparer des dossiers corrects, les aider à préparer les tests obligatoires pour accéder à une institution d'enseignement supérieur américaine, notamment le TOEFL, ça s'appelle Test of English as a Foreign Language, le GRE, pour ceux qui font le post-universitaire, le SAT,
et une fois le GMAT. L'anglais, c'est le tronc commun. Vous ne pouvez pas aller étudier dans une école américaine si vous ne maîtrisez pas l'anglais. Oui. L'outil pour mesurer votre niveau de compétence en la matière, c'est le test of English. Il est conçu par Princeton University aux États-Unis. J'ai géré ce test pendant tout mon séjour à l'ambassade des États-Unis. J'ai également géré le GRE. Ceux qui veulent faire le poste universitaire sont obligés de passer ce test. C'est un test de connaissance d'aptitude dans la production et de raisonnement, donc en anglais et sur une thématique. J'ai fait ça pendant tout le temps que je suis resté à l'ambassade des États-Unis. Et vous êtes traducteur, vous êtes interprète. En 2000, j'ai une chance. Bon, on considère que j'étais parmi ceux qui possédaient l'anglais. J'ai été approché par l'ambassade pour être facilitateur à l'occasion d'un séminaire qui a été organisé par l'ambassade des États-Unis. Ce séminaire a réuni des civils et des militaires et des membres de la société civile sur des thématiques essentielles. La paix, les relations civilo-militaires, la gestion des ressources de l'armée et beaucoup de problèmes qui préoccupaient à l'époque, disons, le monde en développement. Il y a une série de séminaires où j'ai été facilitateur. Je suis devenu forgeron en forgeant. J'ai appris à faire donc l'interprète. Je n'ai jamais été préparé pour ça. Mais grâce à Dieu, je suis parvenu à me faire une certaine autorité dans le domaine. Au point que j'étais toujours approché par le PNUD pour de nombreuses missions. Le PBF, Peace Building Fund, du système des Nations Unies. En quelque sorte, vous êtes vraiment devenu un interlocuteur pour le monde anglo-saxon. Non, un facilitateur. Un facilitateur. J'ai travaillé pour le PNUD, le département d'État. Le PNUD, par exemple, j'ai eu même la chance de couvrir le séjour de la première autorité de plus. C'était une dame, Helen Clark, qui fut Premier ministre de la Nouvelle-Zélande pendant 9 ans. Elle est venue, c'était la 3e personnalité des Nations Unies. J'ai eu également de nombreuses missions du département d'État. Dans le cadre de l'AGOA, en 2016, j'ai eu 2 dames, docteur, comment ça s'appelle? Une dame, une sierra-léonaise, qui était là au compte des Nations Unies, Ban Ki-moon, Fatouma Bangora, et une autre dame qui était sous-secrétaire d'État, c'était avec... Bon, elles sont venues ici, le Trésor, dans le cadre de l'AGOA, du African Growth Opportunity Act. C'est une loi votée, initiée par Clinton pour faciliter l'accès au marché américain à 34 pays africains. Bon, le NDI, grosso modo, tout le système basé à New York ou à Washington. Chaque fois qu'ils venaient ici, on sollicitait mes services, ça s'est bien passé. Oui. Bon, à date, je travaille depuis 2012 pour la Banque mondiale en tant que short-time consultant. C'est par rapport à un programme qui continue. Je le fais pour l'ambassade. Et en préparant cette émission, j'ai appris qu'au moment où tout le monde, ou presque, voulait aller vivre dans ces pays-là, vous avez décliné de telles offres. On vous a proposé d'aller aux États-Unis ou au Canada, vous avez refusé. Pourquoi? Non. Je vous dis ceci. J'ai été orphelin très tôt. Vous l'avez dit au début, oui. C'est ma famille et bien d'autres personnes qui m'ont permis d'avoir l'éducation que beaucoup de jeunes dont les parents vivaient ont eu. Je n'ai eu aucune difficulté au niveau de mon village. J'ose dire qu'il y a eu même une certaine compétition pour me prendre en charge. En plus de mon beau-frère, Feu Tcherno Younous, ma sœur aînée, Djadja Laila, qui était son épouse, Hadja Fatoumata Diallo, la sœur cadette de cette première, la co-épouse de ma mère qui m'a éduqué, Néné Kadiatou Pellel, paix à leur âme, et d'un de ses oncles paternels qui m'a reçu à maman, ils étaient 2, Kaou Diaroga, cousin direct de la co-épouse de ma mère, et Aladji Mahmoud, de paix à leur âme. Beaucoup de personnes m'ont aidé, m'ont aimé. Je suis une sorte de dette sociale. Ce serait ingrat, ou ça aurait été ingrat de ma part, d'abandonner sur ce petit monde, aller vivre aux États-Unis. J'ai eu l'opportunité, mais je ne l'ai pas voulu. C'était en 1998, à l'occasion des événements survenus à Cap-Rorail. J'étais une des victimes. Oui.
J'y avais habité pendant 2 ans, 16 jours. Ma maison était cassée. Quelque temps après, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis. Des propositions m'ont été faites de toutes parts. Je dis non. Je rentre au pays. Je suis revenu. 1 an après, jour pour jour, j'ai eu un terrain 2 fois plus grand. À Sonfonia, où je vis maintenant. Les ressources que j'ai eues, les gens m'ont aidé à New York, les économies et tout. C'était un programme de 6 semaines. Vous connaissez, les Guinéens sont très calabantés. Moi, je n'ai pas fait le patron là-bas. J'ai mis de l'argent en poche. Oui, oui. Quand Habib, paix à son âme, était ambassadeur à Ottawa, au Canada, il m'a invité, je suis allé, il m'a donné de l'argent. J'ai acheté des choses. À mon retour, j'ai revendu ça. J'ai acheté un terrain à Sonfonia, 2 fois plus grand que celui que vous avez perdu à Kapouraï. Et mes bricoles étant, on m'a embauché à la Banque centrale pour dispenser des cours au cadre de la banque. En anglais? Oui. D'accord. Et j'avais 25 000 francs de l'heure. 10 heures par semaine, ça me faisait 250 000 francs. Et fois 4, 1 million. Ça faisait un bon complément à mon salaire de professeur à l'université. Oui. Avec ça, j'ai pu construire. Et grâce à Dieu, j'ai d'excellents voisins. La mosquée est à 20 mètres de ma maison. Je me suis dit, ici, je vis bien et j'ai la possibilité de partager le peu que j'ai. Vous ne pouvez pas abandonner tout ce beau monde-là. Voilà. J'ai un puits pour aller vivre qui ne tarit pas. Et dites-vous bien qu'à Beth, à Conakry, si vous avez un puits qui ne tarit pas, vous êtes une personne utile. Vous savez, il y a un monsieur qui est installé à la baie qui fabrique des pompes mécaniques. J'ai pu mettre une pompe de ce genre chez moi là-bas. Tous les matins, beaucoup de voisins viennent se servir. J'ai des voisins qui ont des forages. Non, moi j'ai un peu amélioré. Mais ils ne tarivent pas. Et ce qui est vrai, en tant que conseiller pédagogique à l'ambassade des États-Unis, j'ai aidé beaucoup de cadres. Il y en a qui ont été ministres, je vous le dis. Beaucoup de jeunes ont pu bénéficier soit des bourses américaines, parce qu'ils ont un très bon dossier, où ils sont allés étudier. Donc vous n'avez jamais regretté pourquoi vous n'avez pas accepté de rester aux États-Unis? En tant qu'enseignant, ici les témoins, celui que j'ai trouvé là, c'est un ancien de cela. J'ai cette chance. La plupart des décideurs, même à date de ce pays, j'ai eu la chance de les rencontrer. Je ne nomme personne, mais il me plaît de vous dire de nombreux patrons, je vais le dire comme ça, qui sont en fonction à date au niveau des ministères. J'ai eu la chance de les avoir en tant qu'étudiant dans le cadre des cours. Mais est-ce que vous avez aussi été dissuadé par le sort de certains de nôtres qui vivent dans ce pays? Je vais vous dire, c'est un constat que j'ai fait. Vous voyez, je suis tout petit. Si je dois travailler, je dois réfléchir. Je ne dois pas agir par le muscle. J'ai interrogé beaucoup de gens. De 98 à maintenant, je suis rentré des États-Unis en août dernier, où je suis allé faire 3 mois. Ce qu'ils font là-bas n'est pas de nature à m'encourager. Je ne suis pas prêt à être un chauffeur de taxi. Quand même. Faire 8 heures ou 10 heures par jour. Je peux dispenser des cours pendant 4 heures ou 5 heures. Je peux être interprète de réunion, parce qu'il y a des pauses, et je rencontre des célébrités. Je ne suis pas prêt, je ne sais pas, la plupart de ceux-là que j'ai rencontrés, j'ose le dire, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais ils font au moins 8 heures par jour. Vous me voyez, moi, je ne suis pas prêt pour ce genre de travail. Et ils étaient diplômés ici avant Il y en a qui ont, j'ai vu récemment, je leur dis, je ne vous envie pas. Et j'ai un témoin, Akumba Diallo. Oui. Je l'ai rencontré. On est allé ensemble à Columbia University où il est installé. Et Dieu m'a donné la chance. Il a eu besoin de moi. J'ai aidé par rapport à la préparation de certains de ces documents qu'il fallait soumettre pour son admission au programme qu'il veut faire à Columbia University. C'est l'une des plus anciennes et des plus célèbres universités américaines. Je l'ai retrouvé là-bas avec beaucoup de jeunes Guinéens, notamment à New York. Je les ai vus, j'ai échangé avec eux, j'ai dit, chers frères, bon, je vous encourage et ma bénédiction vous accompagne. Mais ce n'est pas très facile. Moi, je ne me déplais pas en Guinée. Je crois que le peu que j'ai appris, c'est comme une marchandise. Je la vends beaucoup mieux en Guinée qu'ailleurs. Et il y a autre chose.
C'est ici que vous pouvez être utile aux plus démunis, à ceux qui gagnent moins que vous. Oui. Je vous donne l'exemple de mon puits. Je Oui, serais tout aux à fait. États-Unis, je Oui. ne l'aurais pas fait. Oui, tout à fait. Ici, vous pouvez donner 5 000 francs à quelqu'un, il dit merci et il bénit. Il vous bénit, vous et votre descendance. D'accord. Et là, on va conclure. Et par cette question, vous avez tout donné à votre pays. Est-ce qu'à retour, vous pensez que le pays vous a donné tout? Non, j'ai tout eu. Oui. D'accord. Vous savez, je ne vois pas ce que j'ai eu en termes d'acquis matériels. Ce qui se passe entre nous là est l'exemple. Je vous ai dit que moi, je vous écoutais quand vous étiez à Radio Soleil. J'avoue que j'ai toujours une très bonne admiration. Vous m'avez connu au Sénat, c'est parce que j'étais employé de mon État, enseignant au supérieur que vous avez fait, vous avez étudié, vous m'avez connu. Ce que vous êtes en train de faire, cette émission sera diffusée, peut-être elle sera bien diffusée. Beaucoup de gens qui m'ont connu ont dit « Ah, c'est la voix de notre maître, c'est la voix de Odidi. » Tout à fait. Je ne suis plus anonyme. Je ne peux pas l'avoir aux États-Unis. D'accord. Même à Bissau, à côté ou à Dakar. C'est vrai. Qui me connaît là-bas? Je suis dans l'anonymat. Donc vous êtes le symbole, c'est-à-dire de me conforter dans mon choix. Chacun est imam chez lui, comme l'a dit le prophète, mais pas ailleurs. Je ne peux pas être brillant ici et être brillant. C'est ici mon bonheur, c'est ici mon paradis. D'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté donc de faire ce déplacement pour parler à nos téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes El Hadj Oumar Diogo Diallo. Vous êtes donc ancien du Centre d'études de la langue anglaise de Conakry. Beaucoup de personnes vous connaissent. Merci encore une fois, El Hadj. C'est à moi de vous dire merci. Et c'était un plaisir pour moi de venir dans votre studio que je découvre. Oui. Et je souhaite avoir l'occasion de revenir. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Merci à nos nombreux téléspectateurs pour leur fidélité. Vous nous suivez sur Facebook, Twitter et TikTok, entre autres. Merci. À la prochaine. Au revoir.